quelques chiffres pour commencer et pour essayer de poser les hypothèses avant d'aborder les questions. Le réchauffement climatique. Donc, les températures augmentent drastiquement. On parle de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. On sent que c'est un petit peu difficile à tenir. On vous a mis une petite infographie sur le réchauffement climatique de 1850 à nos jours. On voit que ça commence assez stable, hein, jusqu'à 1900. Sans surprise, ça va vraiment augmenter rapidement dans la deuxième moitié du siècle, jusqu'à atteindre les 1,5 degrés sur la fin, qui est un peu l'état actuel aujourd'hui. Alors Mathieu, on voulait vous poser une question. Les températures, bon, ça monte, ça descend. Est-ce que ça se réchauffe vraiment? Et est-ce que 2 degrés, c'est vraiment dangereux? D'abord, on peut peut-être parler des causes fondamentales de ce qu'on voit là, c'est-à-dire une stabilité, grosso modo, de l'évolution des températures jusqu'au milieu de ce siècle, et puis un départ en exponentiel à partir des années 50. Tout ce que mobilise l'activité économique croissante depuis la révolution industrielle, fondamentalement, ce sont des énergies donc fossiles, c'est-à-dire carbonées. C'est de la vie fossilisée. Le charbon, ce sont des forêts enterrées. On parle de forêts souterraines. Les hydrocarbures, donc pétrole et gaz, c'est du plancton qui a été pris dans les couches géologiques. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des énergies fossiles. Et elles ont en commun d'être carbonées. C'est-à-dire que leur combustion génère de l'eau, beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'on les crame, et puis du gaz carbonique qui a pour particularité d'être opaque à l'infrarouge, c'est-à-dire qu'il génère un effet de serre. Ça veut dire qu'il piège l'énergie solaire, et la grande croissance économique que connaît l'humanité, économique et démographique, que connaît l'humanité depuis les années 50, depuis ce qu'on a appelé en France les 30 Glorieuses, finalement on en voit la conséquence ici, avec une accélération du phénomène de croissance, donc une accélération du phénomène de consommation d'énergie fossile, donc tout à fait naturellement un accroissement des émissions de CO2, donc de l'effet de serre, un accroissement de la concentration de gaz carbonique dans notre atmosphère. On le sait dans nos vies, tout bouleversement violent est dangereux. Voilà. Ce qu'on est en train d'initier là, c'est un bouleversement violent, rapide. Le réchauffement qui est en train de se produire, qu'on mesure de manière tout à fait précise, sachant que depuis l'an 2000, on ne cesse d'établir des années records en termes de moyenne des températures sur Terre, avec une stabilisation à un niveau record entre 2000 et 2010, et depuis 2011, systématiquement une accélération de ce qu'on observe. Il y a des exemples tout à fait concrets dès aujourd'hui de régions du globe qui sont impactées par le réchauffement climatique et pour lesquelles on voit des conséquences politiques et même militaires. Je pense en particulier à la Syrie. Ça n'est pas qu'une crise strictement politique. Le progrès qui est exprimé ici, hein, c'est la croissance économique, jusqu'à une date récente, a été interprété comme un phénomène à dimension fondamentalement humaine. C'est-à-dire que c'est l'intelligence qui génère le progrès. Ce avec quoi ça vient cogner dès qu'on s'intéresse aux enjeux écologiques, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, les êtres humains, dans la manière dont ils mobilisent les forces naturelles qui permettent d'effectuer le progrès, ne sont pas véritablement au centre de la scène. En réalité, il se passe des choses qui dépassent de beaucoup notre entendement, et ce sont les phénomènes naturels. Et fondamentalement, les gens qui s'intéressent à l'économie et à l'écologie essayent de réconcilier deux mots si loin, si proches, qui sont écologie d'un côté et économie de l'autre. C'est comme un peu deux pôles d'un champ magnétique, alors qu'on parle fondamentalement de la même chose, et qu'au lieu de se repousser, l'un devrait être inclus dans l'autre, puisque éco, c'est la maison, l'économie, c'est l'ordre de la maison, et l'écologie, c'est le langage, la science, le savoir sur la maison. Donc très logiquement, très naturellement, j'allais dire, l'économie devrait être une sous-partie de l'écologie. Et vous savez très bien que c'est loin d'être le cas, mais voilà, on a une révolution copernicienne, à mon avis, qui nous tend les bras, et qu'il faudra faire de gré ou de force. Un point intéressant dont tu viens de parler, c'est que l'origine du réchauffement climatique, c'est bien l'homme, finalement. La révolution industrielle. La révolution industrielle, l'homme,
C'est la mobilisation des sources d'énergie carbonée, massive et croissante. Qui rejettent du CO2 et ses équivalents, et qui sont donc responsables du réchauffement climatique. Alors, ça, on en parle souvent. On a choisi d'exploiter une des données collectées par le Shift Project sur son portail de données, qui est l'augmentation des émissions de CO2 depuis 20 ans. C'est pas très rassurant. Et on l'a fait que sur 20 ans, donc entre 1990 et 2010, les émissions de CO2 et des équivalents ont quasiment doublé. Alors on a arrondi le 92% à 100%, ça vous donne que ça a strictement doublé en seulement 20 ans. Alors Mathieu, deux questions à ça, mais je pense que tu as déjà répondu à la première. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse essentiellement au CO2 et à ses équivalents? Et surtout, comment ça se fait que ça ait complètement explosé en seulement 20 ans, alors qu'il y a eu une prise de conscience quand même sur ces 20 ans. 90, c'est les premiers sommets environnementaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez l'inflexion en 2000, ce qui se passe, c'est la Chine. C'est la croissance explosive que connaît la Chine à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est le déport de nos industries par nos banques et nos industriels pour reconstituer l'essentiel de notre activité industrielle et la décupler à l'autre bout de la planète. Demandez-vous depuis combien de temps vous n'avez pas acheté un truc ou un machin qui n'ait été fabriqué à l'autre bout du monde. Pourquoi c'est possible? Pourquoi est-ce que la mondialisation aussi intensive est possible? C'est encore une affaire d'énergie. Le fuel lourd qui permet de faire fonctionner les super porte-containers qui font venir de l'autre bout de la planète tous les trucs et les machins qu'on achète quotidiennement, c'est possible parce que l'énergie carbonée est offerte quasiment par la nature. Ça, c'est un point. Et donc on peut, par le truchement de la modicité du prix de l'énergie, du charbon chinois, du fuel qu'on met dans les super porte-containers pour ramener les trucs qui sont fabriqués en Chine, on peut profiter du dumping, du fait que la main-d'œuvre en Chine est beaucoup moins chère que la main-d'œuvre syndiquée ouvrière française, voilà, ou pour le coup britannique ou américaine. Ce qui permet de faire ça, c'est une croissance explosive de capitaux qu'on va aller mobiliser à l'autre bout de la planète parce que l'énergie pour le faire est très peu chère. 1990 comme point de départ, c'est intéressant parce que c'est le point de référence des accords de Kyoto, les premiers accords internationaux signés en 1997 à Kyoto pour que l'humanité se mette en ordre pour tenter de réduire ses émissions. Et nous autres habitants des vieilles puissances industrielles européennes, depuis 1990, nos émissions, en particulier en France, ont baissé. Donc youpi, bravo. Bravo à nous. En fait, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'ici, on a le bon point de vue, on a dézoomé complètement à l'échelle planétaire. Contrairement à ce que j'ai entendu expliquer Madame Le Pen il y a quelques jours, le climat n'est pas un enjeu politique national. C'est une imbécilité notoire de dire ça. C'est le premier défi mondial qui n'est rien d'un mystère, qui soit bêtement physique. Et nos émissions en Europe ont eu tendance à stagner, voire à baisser, parce que, précisément, nous avons pu déporter notre activité industrielle à l'autre bout de la planète. Si les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe stagnent ou baissent, ça n'est pas parce qu'on est beaucoup plus efficace ou vertueux et qu'on a réussi la transition énergétique, c'est parce qu'on s'est désindustrialisé. Si on arrête la mesure des émissions aux frontières de la France, effectivement, nos émissions baissent. Mais si on regarde, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, si on regarde les émissions induites par les trucs, par la fabrication des trucs qu'on achète et qu'on fait venir de l'autre bout de la planète, là, l'image est complètement différente. On a, dans le débat politique, quelques personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous ou qui ont un autre point de vue. Je vous propose qu'on les écoute. Les changements climatiques, le monde, la planète, on a connu quantité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, hein, qu'on me comprenne bien. Mais on a connu quantité. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. Jamais. C'est la pression démographique planétaire qui va nous amener, tenez-vous bien, à passer de 7 milliards d'habitants à 11 milliards et demi en 2100 demain matin. It'll get cooler, it'll get warmer. It's called weather. I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money.
Est-ce que finalement, la température, ça monte, ça descend, c'est la météo? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, donc, vous parliez d'industrie, de désindustrialisation, de fabrication. Est-ce que finalement, c'est peut-être un des enjeux, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre enjeu qui est lié à la croissance de la population mondiale et auquel il faudrait s'intéresser? Non, mais la question est à peu près réglée maintenant. Il y a eu un sommet là, des climato-sceptiques à Paris. Là, bon, c'est vraiment maintenant c'est vraiment une activité d'arrière-garde. Il y a un consensus scientifique. Voilà. Il y a un consensus scientifique. Moi, je ne suis pas climatologue, mais depuis 15 ans maintenant, je regarde l'évolution de la littérature scientifique. Malheureusement, le doute n'est plus possible et on a suffisamment perdu de temps avec ça. Claude Allègre a fait le plus gros best-seller non-roman de ces 15 dernières années en vendant 120 000 exemplaires de son imposture climatique, dans laquelle, dans les 30 premières pages, il y avait une vingtaine d'erreurs grossières, pour ne pas dire autre chose. Mon copain Stéphane Foucard, au Monde journaliste scientifique, avait trouvé un excellent titre. Enfin, il m'a avoué que c'était pas lui, il avait appelé ça le sans faute CENT de Claude Allègre. Puis la météo et le climat, c'est deux choses distinctes, enfin, c'est deux échelles différentes. Les preuves tangibles, je ne parle pas de choses qui se passent dans l'atmosphère, je ne parle pas de modèles climatiques, non. Les preuves tangibles qu'un réchauffement se passe, elles sont partout, jusqu'à y compris en France. Demandez aux Champenois qui cultivent le champagne ce qu'ils en pensent, par exemple, ou aux maraîchers, sans aller chercher des preuves absolument cataclysmiques, comme je suis allé en chercher, moi, au début des années 2000, en faisant le premier documentaire qui montrait des conséquences tout à fait concrètes en Alaska. Bon, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ces grands incendies qu'il y a en Colombie-Britannique depuis une dizaine d'années. L'ampleur de ces incendies est décuplée par le fait que le bois est déjà mort. Des immenses forêts d'épicéas de l'Alaska le long de toutes les Rocheuses jusqu'au Mexique crèvent parce qu'elles sont bouffées par un petit coléoptère qui, du fait du réchauffement climatique, se reproduit 2 fois plus vite. Voilà, par exemple. Et sur la deuxième question, en fait, les deux phénomènes sont intriqués. La croissance économique du XXe siècle, c'est aussi une expansion démographique. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est une ère d'abondance qui commence à partir des années 50-60, et typiquement, l'une des conditions limitantes de l'expansion démographique, c'est la production de céréales, entre autres, enfin la production agricole, mettons. On sait que depuis 1950, la production de céréales mondiale a quadruplé, tandis que la population mondiale, elle, a triplé. Ce qui a permis cette évolution, c'est précisément l'abondance énergétique offerte par le pétrole. Si vous discutez avec des agronomes, ils vous expliqueront que l'agriculture moderne est une façon de manger du pétrole. La disparition des bocages, l'avènement des open fields, la capacité pour un agriculteur seul de cultiver 300 hectares, bon, c'est du pétrole. Voilà. Donc, finalement, il n'y a pas de solution de continuité entre l'expansion économique sans précédent qu'on a connue au cours du dernier demi-siècle et l'expansion démographique qui va avec. Plus de bons hommes, c'est aussi plus de croissance. Et justement, pour revenir sur les températures, météo, climat, à la dernière conférence, Dominique Bourg nous avait bien expliqué que température moyenne, c'était une donnée qu'on ne pouvait pas ressentir et que les indicateurs scientifiques nous aidaient à appréhender. Le fait qu'on ait un déséquilibrement climatique avec des zones où il fait plus froid, d'autres plus chaudes, finalement, c'est pas tellement de ça dont on parle quand on parle de réchauffement climatique. On parle vraiment à une échelle globale. On peut instinctivement percevoir, moi je ne suis pas très vieux, mais il y a des choses qui me semblent, à ma petite échelle humaine, perceptibles. Je pense aux étés particulièrement pluvieux qu'on peut avoir assez régulièrement ces dernières années. Les climatologues vous diront, ben oui, globalement, un climat plus chaud est un climat plus humide, en particulier chez nous. Et c'est là où c'est compliqué à expliquer, parce qu'effectivement, le monde est un endroit compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits sur Terre où on peut s'attendre, au contraire, à l'inverse, c'est-à-dire à moins
moins de pluie. Donc le mauvais versant du discours politique dont le fond de commerce est de produire des idées simples, associé au fait que les gens croient ce qu'ils ont envie de croire, et que le déni est une force psychologique bien souvent malheureusement supérieure à la rationalité, font que voilà, on a pu s'empêtrer, patauger dans une espèce de marée de lieux communs et de contre-vérités qui ont fait perdre beaucoup de temps, ouais. Et dont se nourrissent des gens à coiffure artificielle en plastique. Maintenant qu'on a établi ce fait avec les données qu'on a présentées, on va essayer un petit peu de rentrer dans le détail, de voir les causes et ensuite d'aborder les solutions. Sur les causes, on en a retenu plusieurs. Donc là, pareil avec les données du Shift Project. Donc en Europe, on a 4 secteurs qui concentrent les 3/4 des émissions des gaz à effet de serre. On a la production d'électricité, on a les transports, on a l'industrie et l'agriculture. Et quand on agrège tout ça, tout ceci nous donne ce petit camembert. Donc on voit les 4 principaux secteurs qui prennent les 3/4 des émissions totales de CO2. Alors là, on commence à aborder des choses un petit peu complexes. Donc Mathieu, je voulais vous demander, le bilan carbone ou la comptabilité CO2 qui nous permet de faire ce graphique, en quoi ça consiste? Ce sera ma première question. Et la deuxième question, on nous donne plusieurs fois plusieurs chiffres, on nous dit ce qui pollue, c'est le charbon, c'est le nucléaire, c'est l'agriculture, les voitures, le transport. Quand on regarde ce graphique-là qui a une échelle européenne, ce serait peut-être différent à une échelle française et sûrement différent à une échelle mondiale, finalement, à quoi il faudrait s'attaquer? Alors, comment on mesure? Dit en 2 phrases, ça paraît... c'est très simple. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais grosso modo, on se demande, pour ce qui est des émissions, là ça va, c'est encore simple, c'est le gaz carbonique. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Où est-ce qu'on crame, quoi? Voilà. Donc, pour l'électricité, quand on crame du gaz naturel, du fuel, il y en a encore un peu pour faire tourner les centrales électriques, ou du charbon, voilà, on sait, telle centrale, elle consomme tant de charbon, elle a émis tant. Voilà. Ainsi de suite, les transports. Bon, les transports, c'est sans doute le registre dans lequel notre destin est le plus chevillé aux énergies fossiles. Quelque chose comme 98% des transports mondiaux fonctionnent au pétrole. Là-dedans, le train, ça pèse pas très lourd. Le train électrique avec de l'électricité générée par autre chose que du fioul, du charbon ou du gaz. Ensuite, l'industrie, il y a une foultitude de process industriels qui ont besoin de chaleur ou de flamme générées par des énergies fossiles, sachant que c'est bien souvent ce qu'il y a de moins cher. Quand vous avez besoin de chaleur, bien souvent, c'est beaucoup moins cher de recourir à du fioul ou à du charbon que à, par exemple, de l'électricité d'origine qui aurait été produite dans les turbines d'un barrage ou dans les turbines d'une centrale nucléaire ou d'une éolienne. Une idée reçue parmi beaucoup, on dit beaucoup que l'hydrogène, la production d'hydrogène, est une source d'énergie d'avenir. Alors, première chose, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique. L'hydrogène est omniprésent, mais il n'existe pas à l'état natif. Il est associé soit à dans des molécules d'hydrocarbures avec du carbone, soit dans de l'eau avec du dioxygène. Bon, comment est-ce qu'on produit l'hydrogène? À 95%, on produit l'hydrogène de la manière la moins coûteuse, c'est-à-dire par pyrolyse, à partir de gaz naturel. C'est-à-dire qu'on prend du CH4 et on récupère l'hydrogène qu'il y a là-dedans, avec du méthane. On peut le faire avec de l'électricité, mais c'est beaucoup plus cher, donc on ne le fait pas. Voilà. Et un des enjeux, on y reviendra un peu plus tard, un des enjeux politiques de la transition énergétique, c'est de faire en sorte que les sources d'énergie carbonées, qui sont en quelque sorte offertes par la nature, qui sont très peu chères, coûtent précisément plus cher, pour que les alternatives qui n'émettent pas de CO2 deviennent rentables. Je propose qu'on revienne sur un moment emblématique du quinquennat,
qui s'est passé juste avant la COP21. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'an dernier. On a eu une loi de transition énergétique donc, qui se voulait exemplaire sur la réduction des émissions de CO2 et l'écologie. Et donc, je vous propose d'écouter sur ce débat Ségolène Royal, donc, qui avait défendu la loi à l'époque, et ce que répond François Fillon à tout ça. On avait beaucoup accusé cette loi d'être anti-nucléaire et pas anti-réchauffement climatique. On va regarder les extraits et Mathieu, je te proposerai de rebondir dessus pour nous dire ce que tu penses de ce débat et des solutions qui étaient proposées dans la loi. D'abord, je ne veux pas réduire la loi à la question du nucléaire. C'est beaucoup plus que cela, la loi de transition énergétique. Non, mais c'est très important pour ceux qui nous écoutent. C'est très important. C'est bien sûr, c'est symbolique. Mais je ne veux pas réduire la loi à cette question du nucléaire. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y a tout le chapitre sur la rénovation énergétique des bâtiments. On vient d'en dire un mot. Et c'est d'abord cela. C'est d'abord l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, il y a tout le chapitre sur la montée en puissance des énergies renouvelables. Ensuite, il y a tout le chapitre sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je ne laisserai pas les gens qui sont sur des postures idéologiques, de réduire ma loi de transition énergétique, parce que ce ne serait pas conforme à l'intérêt général, réduire la loi de transition énergétique à cette question-là. Bien sûr, ma position sur le changement climatique, c'est qu'il faut mettre le paquet sur la réduction des émissions de CO2. D'ailleurs, la France a pris un engagement dans le cadre de la COP21, dont la France était le leader. Il faut respecter cet engagement. Ce qui est embêtant, c'est que la loi de transition énergétique qui a été votée par le Parlement, qui a été votée par la gauche, à cause de la position idéologique sur le nucléaire, va conduire en réalité, pendant une certaine période, à une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Donc moi, ce que je propose, c'est de revenir sur cette loi, de maintenir l'effort sur le nucléaire, c'est-à-dire de maintenir en gros la part du nucléaire dans la production d'énergie électrique, mais par contre, de supprimer quasi totalement la production d'électricité d'origine fossile. Alors, on voit deux positions qui s'affrontent, mais essentiellement sur la question du nucléaire. Loi de transition énergétique, loi anti-nucléaire ou pas. Et est-ce qu'il y avait quand même des choses dans ce qu'annonçait Ségolène Royal en défendant sa loi qui allaient dans le bon sens? Parlons un peu du nucléaire. C'est compliqué parce que en fait, la loi qui est présentée, cette loi de transition énergétique, effectivement, comme le dit, elle dit une chose qui est très très juste. Peut-être la chose la plus importante quand on aborde ces questions-là, c'est que la meilleure façon de faire la transition énergétique, c'est la sobriété. L'énergie, effectivement, la moins chère. Le meilleur moyen d'économiser de l'énergie, c'est de l'économiser vraiment. De prendre un verre d'eau dans un verre plutôt que prendre une bouteille en plastique, une pierre dans votre jardin, de mettre un pull et de laisser le chauffage à 16 ou 17 degrés chez soi plutôt que de donner de l'argent à Vladimir Poutine en ouvrant grand la chaudière, etc. etc. Bon, alors après, voilà, le nucléaire. Alors, d'abord, la loi française de transition énergétique n'est sans doute pas une loi anti-nucléaire, effectivement, dans le sens où le Parti socialiste n'est pas un parti anti-nucléaire, en grande majorité. On a le nucléaire honteux en France, dans une grande partie de l'opinion publique depuis 30 ans, ce qui conduit... Alors, on peut parfaitement, c'est pas mon cas, on peut parfaitement être anti-nucléaire, je le dis tout de suite, ce n'est pas mon cas. Après, le problème qui est posé par la transition énergétique est d'abord un problème physique. Ce n'est pas un problème moral, c'est un problème éthique, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Si je suis pour le mariage homo, bon, mariage pour tous, le mariage pour tous, bon, je signe un décret, demain c'est possible. Si je veux fermer toutes les centrales nucléaires et remplacer par des éoliennes et du solaire, ça ne suffit pas de le dire. Il faut que ça soit possible. Possible, techniquement, économiquement, et j'allais même dire écologiquement. Parce que, évidemment, il n'y a pas de repas gratuit dans notre bas monde. Et donc, cette loi de transition énergétique, elle a un défaut, c'est que précisément, elle est bien souvent incohérente. C'est-à-dire qu'elle est le fruit d'un processus politique tel qu'il existe aujourd'hui, sans réel contrôle de rationalité, quelque part. Ce qui fait qu'avec cette loi, il y a beaucoup de choses très bien, mais il n'y a pas de mise en cohérence des différents grands objectifs, ce qui fait que bien souvent, on a ce qu'on a très souvent en politique, c'est-à-dire un compromis à l'instant T entre des gens qui ne sont d'accord sur rien.
Et typiquement, on peut dire dans cette loi, nous allons réduire la part du nucléaire, nous n'allons pas augmenter le prix de l'énergie, et nous allons, par exemple, faire 7 millions de bornes de rechargement de bagnoles électriques, le tout sans bouger les oreilles. Bon, il n'y a pas eu un travail de planification comme on pouvait faire dans les années 60. Il n'y a pas eu le législateur n'a pas pu s'appuyer sur un travail qui aurait été fait par ce qu'on appelait dans le temps le commissariat au plan, par exemple, qui disait attention, si vous prenez cette voie, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. Et pour moi, c'est le principal défaut de cette loi. Que la nation française, ce qui n'est pas le cas, mais bon, si la nation française était majoritairement anti-nucléaire, et si on considérait que cet objectif vient devant l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, alors mettons-nous en ordre pour le faire, de façon cohérente. Je précise d'un mot qu'effectivement, le nucléaire, ce n'était pas du tout le but quand on l'a développé, mais il se trouve que le processus physico-chimique qui permet de générer des électrons dans les centrales nucléaires ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc effectivement, aujourd'hui, de fait, on a deux modèles, en tout cas en Europe, qui s'affrontent et tant qu'on n'aura pas réussi à les réconcilier, l'Europe ne réussira pas la transition écologique, la transition énergétique. En France, un modèle nucléaire qui pose un problème de sûreté. En Allemagne, un modèle de développement massif des énergies renouvelables au détriment du nucléaire, mais 50% de l'électricité qui est générée à partir de charbon, l'essentiel de la chaleur qui est générée à partir de charbon, ce qui fait que les Allemands, qui posent en parangon de la transition énergétique, aujourd'hui, ont les plus fortes émissions de CO2 et de très loin au niveau national et per capita. Donc voilà, ce qui est tragique, ce qui est vraiment tragique, quand je dis que je suis pas pro-nucléaire, je me dis que on a un truc là qui est le climat, qui se joue maintenant. Si dans les 5 prochaines années, on n'arrive pas à faire quelque chose avec les émissions de CO2, c'est foutu. C'est-à-dire que le réchauffement, on l'aura, les générations qui viennent derrière nous auront à l'affronter. Voilà. Il me semble, d'un point de vue strictement, là c'est vraiment un enjeu politique, il me semble humblement que ce n'est pas une très bonne idée de se précipiter pour fermer nos centrales nucléaires dans le contexte où on est aujourd'hui, contraint économiquement, un développement massif d'une production des énergies renouvelables pose plein de problèmes. Et pas seulement des problèmes économiques, et pas seulement des problèmes techniques, ça pose aussi des problèmes écologiques. Donc, je viens pas là pour prêcher, juste essayons au moins de regarder de manière cartésienne ce qui est en balance ici.